Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture et plus précisément des coopératives agricoles et de leur rôle dans la souveraineté alimentaire de la France. On sera avec Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. On parlera de la restauration en entreprise. Qu'est-ce que le Covid a changé finalement? On sera avec la directrice B2B de Frichti. On essaiera de comprendre l'état des cultures françaises en compagnie du patron de Initiative France, qui dévoile sa grande étude annuelle que vous connaissez maintenant, l'état des cultures en France. Et puis on terminera par une revue de détail de l'actualité des entreprises françaises en compagnie d'Arnaud Marion. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis ravie de recevoir Dominique Chargé. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes président de la coopération agricole, fédération qui regroupe donc les coopératives agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières. Et vous publiez donc ce livre, Idées reçues sur les coopératives agricoles. C'était aux éditions du Cavalier Bleu. 14 idées reçues. Alors, je vais donner quelques exemples. Les coopératives agricoles ne sont pas réellement gouvernées par les agriculteurs. Elles ne paient pas d'impôts. Elles sont déracinées de leur territoire. Ma première réaction quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu cette liste d'idées reçues, c'était la surprise. Est-ce que vraiment, il y a des gens qui pensent ça aujourd'hui? Est-ce que ce sont des réflexions que vous entendez, vous, dans votre quotidien? Oui, on est parti, et c'est un parti pris que nous avons eu dès la naissance de l'idée de ce livre, c'est de partir de ce qu'on entendait comme idée reçue justement sur les coopératives agricoles, dans la mesure où c'est un modèle qui est un modèle assez exceptionnel, puisque c'est un modèle qui part à l'origine de l'initiative d'hommes et de femmes sur les territoires et qui bâtissent finalement, à travers des projets collectifs, leur destin collectif de territoire économique pour leurs exploitations agricoles. Donc on a voulu faire un livre pédagogique. Et pour que ce livre soit vraiment pédagogique, eh bien, on a voulu partir de ce qu'on pouvait entendre comme idée reçue sur les coopératives agricoles. Donc il y a effectivement, plus ou moins répandues, ces 14 idées reçues qui circulent et que l'on a voulu, j'allais dire, à la fois comprendre pourquoi est-ce que ces idées reçues existent, pourquoi est-ce qu'elles sont véhiculées et comment effectivement elles étaient infondées ou en tout cas absolument pas liées et absolument pas réelles par rapport à ce qu'elles véhiculaient comme idée. Alors justement, qu'est-ce qui suscite ces idées reçues? Comment ça se fait finalement que le fonctionnement des coopératives agricoles, parce que je pense que c'est vraiment le fonctionnement, est à ce point méconnu? Le modèle coopératif est aujourd'hui méconnu, mais comme en fait ce qu'est la production agricole par rapport à la production de l'alimentation est méconnu. Donc ce qu'on a voulu faire dans ce livre, et finalement c'est corriger cette méconnaissance en reprécisant, finalement en réexpliquant par toute une pédagogie à travers ces 14 idées reçues, ce qu'était le lien que faisaient les coopératives agricoles entre la production agricole et l'alimentation au quotidien de nos concitoyens. Comment est-ce qu'elles répondaient à leurs attentes, comment est-ce qu'elles étaient organisées pour faire en sorte que cette chaîne alimentaire que nous incarnons, puisque nous sommes des agriculteurs, d'abord des agriculteurs qui avons créé nos outils de transformation collective, comment est-ce que nous répondions aux attentes des marchés et comment est-ce que nous faisions aussi aujourd'hui face à ce que sont les grands enjeux de société, le défi climatique, le défi démographique qui est aussi un vrai enjeu, le défi globalement des transitions agroécologiques dans lesquelles nous sommes engagés. Et c'est vrai que les coopératives agricoles, enfin je me suis encore rendu compte une fois de plus en lisant votre livre, c'est un système qui est à la fois complexe et très disparate. On a des toutes petites coopératives et puis à côté on a des géants. Donc comment est-ce qu'on fait le lien? Est-ce que finalement la réalité est la même d'une coopérative à l'autre exactement? Le géant, s'il y en a, il n'est jamais géant par nature. Il est géant pour répondre à un objectif collectif. Donc les petites, comme vous dites, celles qui sont très localisées, elles répondent finalement à des objectifs à la fois de production, de territoire qui correspondent à la taille qu'elles ont adoptée. Lorsque vous êtes sur des marchés beaucoup plus importants, le marché du sucre par exemple, le marché des produits laitiers, le marché d'un certain nombre finalement de productions que l'on connaît et qui sont contraintes finalement à des impératifs économiques auxquels nous devons faire face, eh bien ça nous a obligés au fil du temps à nous organiser aussi
de fil en aiguille, collectivement, d'une coopérative avec une deuxième coopérative, puis éventuellement une troisième coopérative, pour pouvoir répondre à ces défis collectifs, nous adapter aux évolutions du marché et faire en sorte que nous puissions, du coup, continuer de répondre à ce qu'est notre initiative et notre origine dans la démarche que nous poursuivons, c'est celle de répondre aux attentes des adhérents des coopératives pour trouver de la valeur, pour trouver de la création de valeur sur les différents marchés de leur production. Alors, on va reprendre l'une des idées reçues, c'est notamment la rémunération des agriculteurs, l'idée reçue étant que les coopératives les rémunèrent mal. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que vous pouvez démystifier un peu cette idée reçue? D'abord, l'engagement d'une coopérative, c'est de collecter l'intégralité de la production des exploitations de ses adhérents. Ensuite, son engagement, c'est d'y trouver la meilleure valorisation possible sur le marché. Et c'est à partir de la valorisation qu'on a trouvée sur ces différents marchés que l'on peut, du coup, rémunérer les agriculteurs par rapport à la production qu'ils ont apportée à la coopérative. Donc on parle en général d'ailleurs pas de commercialisation, mais on parle d'apport de production. Et en fait, la coopérative, pour être précis, est le prolongement de chacune des exploitations des agriculteurs qui y sont adhérents. Il n'y a donc pas de relation commerciale. Et donc cette rémunération, elle s'organise au fil du temps en plusieurs actes. Il y a évidemment une rémunération à l'origine de l'apport. Il y a ensuite, en règle générale, soit un stockage ou une transformation de la production agricole pour la rendre accessible à un marché. Et du coup, ça peut donner l'objet d'une deuxième rémunération en fonction de la valeur qu'on a trouvée instantanément sur le marché, ce qu'on appelle un complément de prix. Et puis, il y a une troisième phase de rémunération qui est celle que nous faisons en fin d'année, en fin d'exercice, lorsque nous constatons le résultat sur une année, au moment où nous clôturons nos comptes, qui fait l'objet de ce qu'on appelle des ristournes, c'est-à-dire sur le résultat, on renvoie une partie du résultat aux adhérents. Donc, en fait, la confusion qu'il y a souvent dans la rémunération, c'est celle qui consiste à ne considérer que la rémunération au moment de l'apport de la production, alors que la rémunération, elle se construit au fil du temps. Et en plus, comme chaque adhérent est aussi sociétaire de sa coopérative, il a des parts sociales, il touche des dividendes, il touche des intérêts sur les parts sociales qui sont aussi un complément de sa rémunération. C'est vrai qu'on imagine souvent, et là vous venez de dire que finalement il y avait plusieurs chemins et que ce n'était pas juste l'apport, mais je crois que l'une des idées reçues majeures, c'est en fait les coopératives, c'est des genres d'associations, l'agriculteur apporte sa production et ça s'arrête là, et il n'y a pas de création de valeur générée par la coopérative. Ce que vous essayez de démontrer dans le livre, c'est que ça va plus loin que ça en fait. Bien entendu. Bien entendu, ça va plus loin que ça. En fait, chaque agriculteur ne se contente pas de faire un apport de production. Il est aussi sociétaire. Et comme sociétaire, il est engagé à participer à l'évolution stratégique, à la définition des objectifs qu'on va se donner collectivement. Chaque adhérent de coopérative a une voix. C'est un système démocratique des plus aboutis. Et comme chaque système démocratique, il a ses grandes qualités, il a aussi ses imperfections. C'est qu'à un moment, il y a une décision qui est prise par une majorité et qui s'applique à l'ensemble. Mais en tout cas, ce système démocratique permet à chaque adhérent de pouvoir venir s'exprimer sur ce qu'il souhaiterait voir comme évolution dans la coopérative pour mieux satisfaire ses intérêts. Sachant que, comme dans toute démocratie, la somme des intérêts particuliers ne peut jamais être l'intérêt général. Et on est aussi confronté à ça, on est confronté à cette envie de débat participatif, alors que nous devons effectivement avoir ce débat, mais aussi savoir décider. Et donc les coopératives sont engagées au fil du temps, pour répondre à votre question, dans l'aboutissement dans la création de valeur. C'est-à-dire qu'elles ont été à l'origine surtout des organisations de collecte de production et d'une commercialisation des produits bruts, mais elles sont de plus en plus engagées dans la transformation pour justement capter davantage de valeur au profit des agriculteurs et avoir une meilleure rémunération finalement de la production initiale apportée par les adhérents. Le rôle d'une coopérative, c'est également d'être transgénérationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la coopérative, c'est un outil collectif de territoire. Et nous l'avons hérité de nos prédécesseurs et nous l'avons emprunté à nos successeurs à qui nous devrons la léguer comme étant un outil collectif qui leur permettra de continuer, de perpétuer finalement leur activité d'agriculteur. Et sur la création de valeur, j'imagine que vous chiffrez l'impact économique des coopératives agricoles. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Il y en a un qui est assez, j'allais dire, éloquent et flatteur. C'est que les coopératives représentent aujourd'hui 40% de la valeur de l'agroalimentaire français. 40%. 40%, 45% même, je pense, aujourd'hui des produits de consommation que vous consommez aujourd'hui dans vos différents centres de distribution. Le deuxième chiffre éloquent, c'est qu'une marque
que vous connaissez nationale sur 3 appartient à une coopérative. Comment ça, une marque sur 3 ? Une marque sur 3 que vous connaissez, comme Candia, comme Paysan Breton, comme Francine, comme Nicolas Feuillat. Je pourrais vous en citer évidemment des dizaines, et j'en ai cité quelques-unes, et vous m'excuserez pour celles que j'ai oubliées, surtout auprès de mes collègues. Mais une marque sur 3 appartient à une coopérative, appartient donc à un collectif d'agriculteurs qui finalement tirent de la valeur pour leur exploitation, pour leur rémunération, à travers ces marques qui sont aujourd'hui commercialisées. Vous disiez tout à l'heure que les coopératives agricoles étaient très engagées sur les enjeux de souveraineté alimentaire, notamment. Quelle place est-ce qu'elles peuvent prendre demain et quelles sont les innovations vers lesquelles elles doivent aller pour répondre à ces enjeux-là ? La question de la souveraineté alimentaire qui est apparue pendant la crise Covid et qui finalement se confirme avec cette guerre en Ukraine, nous, ça a toujours été quelque chose que l'on a révélé, sur lequel on a beaucoup insisté, travaillé, communiqué auprès de nos différentes parties prenantes et notamment auprès des pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que nous voyons depuis une vingtaine d'années la production agricole française décliner et au profit finalement d'importations dans certaines productions. On importe par exemple un poulet sur deux que l'on consomme. On importe un poulet sur deux que nous consommons, qui vient du Brésil, qui vient de Pologne, qui vient éventuellement d'Ukraine d'ailleurs. On importe 50% des fruits et légumes que nous consommons, et donc nous voyons depuis une vingtaine d'années cette production agricole décliner. Et nous avons voulu, et le Covid finalement, tout l'état d'esprit qui s'est instauré autour de cette souveraineté alimentaire nous a finalement quelque part donné raison. Sans doute, et nous voulons travailler aujourd'hui à ce défi de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir nourrir tous les Français, de même plus largement l'ensemble des populations, quels que soient, j'allais dire, les choix de consommation et quels que soient les moments de consommation. Ça veut dire, quand je vous parlais des poulets, c'est surtout dans la restauration à domicile que nous importons la nourriture, que ce soit en fruits et légumes ou en poulet. Et ce que nous voulons, c'est pouvoir reproduire aussi pour ces marchés-là, trouver de la valeur aussi sur ces marchés-là. Et donc, cette question de souveraineté alimentaire, elle s'adresse directement à nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes, ce que j'appelle moi, des entreprises qui sont indélocalisables. Nous sommes non délocalisables, puisque nous sommes liés à un territoire, nous sommes liés à un collectif d'agriculteurs, et donc nous ne sommes pas délocalisables. Et pour nous, l'objectif prioritaire, c'est de pouvoir produire pour nourrir nos compatriotes, pour pouvoir nourrir les populations. Notre deuxième objectif aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir le faire tout en répondant à ce que sont les grands enjeux, les grands défis. Je vous ai parlé évidemment du défi climatique pour lequel nous sommes engagés. Il y a le défi énergétique qui est un défi qui se pose immédiatement à nous. Et il y a évidemment ce fameux défi démographique, celui d'être en capacité aussi de pouvoir nourrir aujourd'hui 8 milliards depuis le 15 novembre et probablement en 2050 10 milliards d'habitants. Ce qui veut dire que nous devons produire plus, que nous devons produire mieux et que nous devons produire durable. Produire durable, c'est aussi trouver les hommes et les femmes qui viendront demain prendre le relais de nos activités pour perpétuer cet acte de production, parce que l'alimentation n'est pas une option. Ce que j'allais vous dire, finalement, c'est la question derrière des vocations. Parce que s'il faut demain doubler, de ce que j'entends, la production de poulet pour répondre juste à la demande française, il y a un vrai enjeu à la fois de compétitivité vis-à-vis des marchés sur lesquels on importe, et ensuite de trouver évidemment les gens pour produire. Comment on répond à ça ? En fait, il y a effectivement ce défi économique, ce défi de pouvoir le faire en mettant en œuvre aussi les solutions alternatives par rapport aux grands enjeux et aux grands défis auxquels nous devons faire face. Mais je pense que ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est l'inscrire comme un défi de société, comme un nouveau pacte social de souveraineté alimentaire. Parce que notre problème, c'est que l'ensemble de nos compatriotes comprend bien quelle est l'importance de se nourrir, a éventuellement la volonté de se nourrir avec une alimentation locale, durable, qui plus est rémunère bien un agriculteur, mais ne fait pas forcément le lien avec le prix de son alimentation. Et notre problème, c'est que nous avons trop déconnecté depuis une vingtaine, une trentaine d'années, ce qu'est la réalité, la valeur, la juste rémunération de l'alimentation, et finalement ce qu'est l'acte de production. Et nous devons donc recréer ce lien entre la production agricole et l'alimentation, et faire en sorte que nos compatriotes, la société, comprennent bien quel est l'enjeu aujourd'hui d'avoir une production agricole sur nos territoires, dans nos campagnes, une production agricole et des usines qui vont permettre de transformer cette production agricole en alimentation. Et ça, c'est le véritable enjeu
auxquels nous devons faire face. Et nous avions proposé au président de la République, à l'occasion de l'élection présidentielle, d'inscrire l'enjeu de souveraineté alimentaire comme un enjeu national majeur, comme défi finalement du quinquennat qui s'ouvrait. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre avec le ministre de l'Agriculture et avec l'ensemble de nos parties prenantes. Merci beaucoup Dominique Chargé. Je rappelle que vous êtes président de la coopération agricole et votre livre « Idées reçues sur les coopératives agricoles » qui est aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup. Merci Aurélie. On poursuit cette émission avec Olivia Coville. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes la directrice B2B de Frischti, l'un des leaders de la livraison de repas et de produits frais en France. Ce marché de la livraison de repas, il a évidemment été très bousculé pendant le Covid. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à une certaine forme de normalisation et à quoi elle ressemble si c'est le cas ? Donc effectivement, la livraison de repas a été bouleversée, mais surtout, et c'est devenu avec le Covid, un besoin essentiel de pouvoir se faire livrer des bons petits plats cuisinés chez soi ou des produits de supermarché. Mais Frischti avait démarré du coup dès 2015. La livraison de repas avait déjà vu ça comme un besoin. Donc Quentin et Julia, qui avaient fondé Frischti en 2015, rentraient chez soi le soir et se disaient qu'est-ce qu'on va encore manger ce soir. Et on avait envie de manger déjà des produits plus frais, faits maison. Donc c'était déjà un besoin avant le Covid. Et du coup, c'est devenu encore plus important, je dirais, et quelque chose qui est plus rentré dans le quotidien des gens depuis le Covid, mais c'est du coup quelque chose qui a grandi, il y a une normalisation effectivement de la livraison de repas. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire avec Frischti, mais la mission, c'est plutôt le bien manger au quotidien. Et la livraison est un moyen de bien manger au quotidien, mais avant tout, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir proposer au quotidien des bons produits au bon prix. Et donc, je pense que c'est ça vraiment ce qu'on veut proposer chez Frischti, en plus de la livraison de repas, qui est un moyen de parvenir à bien manger au quotidien. Mais on s'est vraiment concentré sur faire une cuisine locale, de saison, cuisiner dans nos cuisines, près de Rungis, pour pouvoir apporter effectivement un vrai service dans le quotidien des gens. Justement, vous scrutez ce quotidien des gens et vous devez avoir une idée de ce à quoi ressemble aujourd'hui la pause déjeuner, notamment des collaborateurs en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications là-dessus ? Donc effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi. Donc la restauration collective, on sait qu'elle est très bouleversée en ce moment. Je pense que c'est pareil, c'était des nouvelles attentes qui sont là depuis longtemps, de mieux manger en entreprise. Et avec le télétravail, on voit que maintenant, c'est tout le bureau qui doit se réinventer, pas seulement la pause déjeuner, mais la pause déjeuner fait partie des incontournables pour se retrouver entre collaborateurs. Et donc, on pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des nouvelles attentes de nos clients. Pour moi, les deux principales nouvelles attentes, d'abord, c'est de manger plus frais, fait maison. Donc ça, c'est 80% des salariés, selon une étude, un sondage, qui veulent vraiment du fait maison. Donc je pense que là-dessus, Frischti vient vraiment apporter une nouvelle solution par rapport à la restauration traditionnelle. Et la deuxième chose, c'est qu'ils veulent être dans un environnement plus convivial pour la pause déjeuner. Donc ça, c'est quasiment un collaborateur sur deux qui dit qu'effectivement, ils veulent un endroit où ils peuvent se retrouver, créer du lien social. Donc notre mission aussi, c'est d'arriver à renouveler ces espaces de restauration qui sont devenus peut-être un peu obsolètes, dans un sous-sol, sans fenêtre, avec beaucoup de bruit, etc. Donc aujourd'hui, notre mission aussi, c'est de réinventer la pause déjeuner, pas seulement avec une nourriture de qualité, mais aussi avec une expérience client, où on change vraiment l'expérience historique du bureau pour devenir une expérience plus comme à la maison. On a l'impression d'être dans un environnement agréable, convivial, où on peut passer un bon moment. Donc voilà, notre rôle, c'est effectivement d'arriver à se positionner, à proposer des solutions à ces entreprises qui doivent se renouveler, créer une vraie culture d'entreprise pour que les gens, pour que ça soit en faire venir pour les collaborateurs, mais aussi pour les collaborateurs qui ont des nouvelles attentes en termes de l'expérience qu'on leur propose. Justement, vous êtes directrice B2B de Frischti, donc de l'offre destinée aux entreprises. Vous avez lancé justement des offres, notamment des cafettes physiques dans les entreprises. Vous vous êtes dit, en fait, à un moment, le digital, ça suffit pas, il faut se diversifier. C'était quoi la réflexion initiale ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, Frischti at Work, c'est vraiment la marque de Frischti dédiée aux entreprises. Et donc, c'est plusieurs solutions, qu'elles soient physiques ou digitales. Donc, aujourd'hui, on a différentes offres qu'on propose. Mais l'idée, c'est de dire, pour toute entreprise, peu importe sa taille, son budget, les attentes de ses collaborateurs, on a une solution pour elle.
Et on propose aujourd'hui une solution pour ce restaurant en entreprise, pour toutes les entreprises, j'ai envie de dire. Après, l'idée, c'est qu'on pousse la meilleure offre en fonction de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va avoir une offre pour les 0-100 couverts. Donc, c'est des entreprises qui ont plutôt plus de 50 collaborateurs, mais qui peuvent être de petite taille. Et ça, c'est une offre 100% digitale. On va livrer des repas en entreprise tous les jours. Et ça, c'est une offre gratuite, sans engagement. Et on a une offre pour, je dirais, au-dessus de 100 couverts, où là, on propose une expérience physique en entreprise, où on vient remplacer le restaurant traditionnel avec du personnel Frischti sur site. Et là, on va plutôt, effectivement, miser sur l'humain, parce qu'on pense qu'au-dessus de 100 couverts par jour, on a envie d'apporter une qualité de service. On a envie d'avoir un hôte sur place qui va créer du lien entre les salariés, qui va vraiment animer ce lieu de restauration et qui va pouvoir, du coup, faire partie vraiment intégrante de l'ambiance de l'entreprise et va pouvoir l'animer au quotidien. Et on pense que c'est aussi une des attentes des entreprises qui ont un peu plus de collaborateurs et qui veulent proposer un vrai service. Donc pour nous, c'est effectivement très important de miser sur l'humain, notamment sur ces plus grosses entreprises où on vient vraiment remplacer la restauration traditionnelle. Mais c'est un nouveau métier pour vous, parce que finalement, la livraison, c'est une chose, la cuisine, c'en est une autre, mais là, on est plus sur de l'hospitality presque. Exactement. Et je pense que c'est effectivement aussi... C'était aussi ma mission quand je suis arrivée chez Frischti, c'était d'apporter cette expérience client et de rendre cette marque Frischti 100% digitale en une marque figitale, où on a vraiment réutilisé toute la technologie Frischti, tous les outils qui ont été créés depuis 7 ans, mais en ajoutant vraiment une expérience physique en entreprise. Donc oui, c'est totalement nouveau, mais justement, on vient apporter une marque connue du grand public dans un environnement corporate. Donc c'est aussi une de nos forces aujourd'hui, c'est vraiment d'amener tous ces codes de la restauration commerciale, tous ces codes de la marque Frischti sympa que les gens apprécient aujourd'hui dans l'univers de l'entreprise, et que ça nous permet aujourd'hui d'apporter une expérience vraiment nouvelle par rapport à des offres plus traditionnelles. Vous êtes aussi associé à des salles de coworking. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir adresser les travailleurs où qu'ils soient. Exactement. Donc aujourd'hui, on s'adresse à tout type d'entreprise. Que ça soit effectivement du coworking. Donc on est installé depuis quelques mois dans le dernier flagship de Wojo, donc le coworking du groupe Accor, à Montparnasse, où vraiment on opère une offre toute la journée, donc de 8h du matin à 19h, du petit déjeuner vraiment aux courses. Le collaborateur Wojo peut repartir avec ses courses le soir sous le bras, donc vraiment une offre toute la journée. Et c'est vraiment, on anime un lieu qui est un lieu de rencontre pour les salariés de Wojo, enfin pas de Wojo, mais des différentes entreprises qui sont chez Wojo. Mais on va aussi être présent dans une filiale d'une boîte du CAC 40, donc chez Colas, sur leur siège. Groupe de construction, c'est ça ? Dans le 15e, exactement, où là, on opère 250 couverts par jour. Et on est vraiment leur offre unique de restauration, principalement sur l'heure du déjeuner. Mais on propose aussi une offre de snacking, de petit déjeuner toute la journée. Et on est aussi dans des startups type Alan, avec laquelle on travaille depuis plusieurs années sur une offre digitale, et on est en train d'implanter, donc la semaine prochaine, on commence une offre physique. En début d'année prochaine, on sera chez Doctolib. Donc voilà, c'est vraiment tout type d'entreprise qu'on arrive à adresser aujourd'hui, avec des offres vraiment sur mesure en fonction des besoins de l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'on puisse adresser 100% de leurs besoins, jusqu'à même du room service, où on propose des petits déjeuners en salle de réunion, des after-work, des plateaux repas. Donc voilà, on veut répondre à 100% de leurs besoins en entreprise. Vous l'avez mentionné, l'autre pilier de Frischti, c'est la livraison et la livraison rapide. C'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Il y avait, je crois, 13 acteurs du quick commerce en France en avril. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. Il va en rester combien à la fin, selon vous ? Je n'ai pas de boule magique. Je pense que dès le début... même de la création de Frischti, on savait que ce marché était un marché qui allait être consolidé à un moment. Donc, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Après, malheureusement, je ne peux pas savoir combien d'acteurs resteront. Mais la consolidation est en cours. Après, nous, aujourd'hui, on fait partie du groupe Gorillaz. Ouais. Et ça nous a permis plutôt de continuer à grandir sur les territoires français, notamment sur cette offre B2B, sur laquelle on a doublé entre 2021 et 2022, tant en termes de nombre de clients que de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est effectivement une consolidation, mais aussi un marché énorme à aller capter, notamment sur le secteur des entreprises. La restauration collective, c'est un secteur de plusieurs milliards d'euros sur lesquels il y a encore beaucoup de place
pour beaucoup de types d'acteurs. Mais vous mentionnez Gorillaz, c'est vrai que vous avez été racheté il y a quelques mois. Les résultats sont assez, disons, préoccupants. Je crois qu'il y a un CA de 9 millions, 38 millions de pertes. Et Bloomberg a dit que c'est le Turc Getir qui va mettre la main sur Gorillaz. Comment vous, chez Frishti, vous réagissez à cet environnement mouvant et est-ce que vous avez des infos à nous partager, évidemment, sur ce sujet? Aucune information à vous partager. Non, néanmoins, aujourd'hui, je pense que nous, Frishti, effectivement, on est le leader du coup de la livraison, mais aussi un des leaders de la cantine nouvelle génération. Donc, on a effectivement ces deux secteurs, donc B2B, B2C, sur lesquels on travaille de façon acharnée. Ce qu'on fait, c'est vraiment de renforcer ce B2B sur la marque Frishti. Donc, c'est vraiment un des piliers de notre offre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'est énormément développé depuis notre fusion avec Gorillaz. On essaye aussi d'utiliser notre expertise Frishti pour développer cette offre en Europe. Donc, on a commencé dès cet été avec la marque Gorillaz at Work, donc à développer cette offre de livraison de repas en entreprise à Londres. Donc, il y a aussi beaucoup pour nous de sources de croissance grâce à au futur et toutes les choses qui pourraient arriver dans un futur proche. Merci beaucoup, Olivia Coville. Je rappelle que vous êtes la directrice B2B de Frishti. On poursuit avec Bertrand Baudichon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes CEO d'Initiative France, c'est l'agence média du groupe IPG Media Brands, et vous publiez ce pavé que j'adore relire tous les ans, c'est la 4e édition, l'état des cultures en France. Panorama de ce qui anime les Français, des sous-cultures qui les regroupent. Et je dis l'état des cultures en France, mais il y a une modification cette année, c'est l'état des cultures citoyennes en France. Pourquoi ce petit ajout ? Parce qu'on bénéficie d'un observatoire unique, qu'on était dans une année d'élection et qu'on a voulu voir par hasard si notre méthodologie permettait, en rajoutant un filtre plutôt sociétal et politique, de retrouver le résultat des élections et comment ça s'est passé, les préoccupations des Français, est-ce qu'elles étaient vraiment reprises dans les discours des différents candidats, etc. Et on s'est dit, une année d'élection, on va rajouter un filtre sociétal et politique. Et de toute façon, ça nous sera utile pour notre métier de tous les jours, puisqu'on retrouve les mêmes cultures que d'habitude, mais avec un filtre plus sociétal que d'habitude, où d'ailleurs on voit les grands enseignements assez cohérents avec ce qu'on avait vu la dernière fois, sauf que la crise du Covid a tout durci, et on a pu mesurer l'état des Français et leur lien vis-à-vis du monde politique ou vis-à-vis de la société, avec les grandes préoccupations qui les touchent. Et on a vu à quel point les grands discours des politiques au moment des élections, finalement, ne les touchaient pas, ou en tout cas couvraient mal les préoccupations des Français et ce qu'ils avaient en tête à ces moments-là. Alors, on va revenir peut-être d'abord sur la méthodologie avant de rentrer sur les résultats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous réalisez cette étude ? Oui, on travaille depuis 4 ans maintenant avec nos partenaires in crime, donc Synomia, donc une super boîte d'analyse sémantique et d'intelligence artificielle sémantique. On part des requêtes Google, de ce que les gens recherchent sur des grandes thématiques de société, ou là en l'occurrence de société, donc santé, écologie, mondialisation, high-tech, etc. Et pouvoir d'achat évidemment. Et à partir de l'observation des volumes de requêtes sur ces grandes thématiques, on les regroupe avec une cartographie que tu avais bien aimée. Ah oui, mais j'aime toujours. La nébuleuse, je l'appelle. La nébuleuse, exactement, qui nous permet de voir quels sont les grands sujets qui sous-tendent la société française, à quel point elles sont puissantes et à quel point elles accélèrent dans le temps ou pas, avec l'accélération du volume de requêtes dans le temps. On en arrive avec effectivement cette cartographie-là, et donc et une fois qu'on a fait ce premier travail, on les catégorise et puis on identifie les sous-communautés ou les tribus qui tournent autour de chacune de ces thématiques-là, parce qu'on a plein de raisons différentes d'être autour de la thématique santé ou plein d'attitudes. Et ensuite, on rentre dans un travail quantitatif où on essaye, on regroupe, on retrouve en fait ces différentes personnes
qu'on a identifié grâce à ce travail sur les requêtes. Et après, on rentre dans le détail pour leur poser des questions, pour savoir quels sont leurs usages et attitudes vis-à-vis de la problématique autour duquel on a trouvé les requêtes Google. Et puis, une fois qu'on fait ça, comme on a une agence média, on leur pose aussi des questions sur quelle est leur consommation média et pour savoir comment au mieux les toucher. Comme ça, on sait à la fois quoi leur dire pour être pertinent et pour conseiller nos marques, mais aussi comment les toucher de la façon la plus efficace possible. Voilà. Alors, l'année dernière, on avait parlé de roues libres, de climaactivistes, de bricoleurs de vie, d'audiophiles, de book influenceurs. Est-ce que ceux-là sont toujours là? Et est-ce qu'il y a des nouvelles catégories qui sont apparues? On retrouve un certain nombre des mêmes cultures, mais là, comme il y a le filtre sociétal et politique, on en trouve des nouvelles. Et donc, elles sont orientées autour des grandes préoccupations des Français, de ce que les Français avaient dans la tête vis-à-vis de la France. Le premier sujet, ça a été la santé. On était à la sortie du Covid et c'est massivement, de très très loin, le sujet de préoccupation qui est apparu dans cette étude. Ensuite, là on l'avait déjà, l'écologie et la mondialisation. Ouais. Ça on l'avait déjà. Il y a quelque chose qui montait, parce que le terrain date de... C'était fin de l'été. Là, je pense que si on devait le faire maintenant, ça sera encore plus fort, c'est le pouvoir d'achat, qui commençait déjà à monter cet été, avec 2 600 000 requêtes sur le sujet, autour du sujet pouvoir d'achat. Et enfin, un truc qui a été complètement zappé par les campagnes électorales, la transformation numérique. Et ça, on l'a dit beaucoup dans Smart Tech, qu'il fallait se préoccuper de la transformation numérique. Exactement, avec la sécurité notamment, et quel est le dernier point, la sécurité, alors pas seulement la sécurité, la peur de l'immigration ou l'insécurité, mais aussi l'insécurité digitale justement, l'insécurité alimentaire, l'insécurité avec ce qui se passait aux frontières, avec une guerre qui était en train d'arriver à nos portes, et donc la sécurité en général est apparue dans les nouvelles thématiques. À partir de ces thématiques-là, on est arrivé avec 22 sous-cultures ou cultures différentes, donc il y en a plus que d'habitude parce qu'il y a plus de thématiques. Et puis on a essayé de les regrouper en fonction de l'attitude que les Français avaient vis-à-vis du changement dont on était en train de parler. Et donc il y a, on va dire, 6 grands groupes de cultures. Il y a les combatifs. C'est ceux qui se battent pour sauver leur pouvoir d'achat. Il y a les retraités qui veulent continuer à avoir une vie active et qui ne veulent pas être exclus de la société. Il y a les communautaires, c'est ceux qui se regroupent en communauté parce qu'ils ne croient plus trop dans le politique ni dans ce que les pouvoirs publics sont en train de faire. Donc ils se regroupent en communauté pour résoudre un de leurs problèmes. Il y a les pionniers, il y a ceux qui inventent des nouvelles façons de vivre, qui sont eux complètement hors normes, mais qui sont très grandissants. On avait déjà parlé des nouveaux nomades. C'est vrai. Avec le télétravail et le Covid, il y a encore plus de nouveaux nomades et qui ont un nouveau rapport au travail complètement. Et ça, on avait commencé à le voir l'année dernière, sauf que ça s'est énormément amplifié. Il y a les vigies, ceux qui croient plus dans l'info, ceux qui s'organisent eux-mêmes pour avoir de l'info, pour avoir leur propre système anti-fake news, etc. Donc ils ont leur propre whitelist ou blacklist de ce qui est acceptable ou pas. Il y a les déboussolés, malheureusement, et il y en a de plus en plus. Il y a ceux qui sont en dehors de la société, soit pour des problèmes de pouvoir d'achat, soit parce qu'ils n'arrivent plus à trouver leur place dans le monde du travail. Donc il y a les déboussolés, il y a les paumés, quoi, en gros. Et puis il y a les décrochés, qui est encore pire. Eux, ils sont déjà un peu sortis du système. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a voulu aussi voir si il y avait à ce point-là le rejet de la chose politique dans cette étude. Et alors ? Et en fait, pas du tout. Ce dont on s'aperçoit, c'est que je crois en l'État, et c'est assez vrai dans toutes les cultures qu'on a pu identifier. Finalement, je crois en l'importance d'un État et dans ma chance d'être français, sauf que il s'occupe pas de mon sujet à moi, de mon sujet de préoccupation. Mais donc, on n'a pas complètement laissé tomber l'affaire politique. Et à la limite même, il y a une culture qui est intéressante, qui sont les engagés abstentionnistes.
Oui, ils sont abstentionnistes, donc on se dit, à longueur de sondage, s'ils sont abstentionnistes, c'est qu'ils s'intéressent plus à la chose politique. Mais en fait, c'est qu'ils y croient tellement qu'ils s'organisent eux-mêmes pour créer leur propre système. Donc c'est les plus actifs dans des associations, c'est ceux qui sont le plus actifs dans la vie de tous les jours, et qui viennent compléter en fait ce que l'État ne fait pas et qui voudrait qu'il fasse. Et c'est pour ça qu'ils s'abstiennent. Vous l'avez rappelé, vous êtes une agence média, donc vous demandez aussi à cette population-là comment est-ce que vous pouvez les toucher ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des moyens d'adresser toutes ces sous-cultures où il y en a qui... Non, on ne pourra plus les adresser, c'est terminé. On pourra toujours les adresser, mais avec des médias très spécifiques. Et surtout avec un ton et des messages. Et c'est bien pour ça qu'on fait ça, nous, en tant qu'agence média. C'est que notre credo, c'est la pertinence. C'est pas parler à tous avec le même discours. Non, ça marche plus, ça, on a compris. En ayant le plus de parts de voix possible au meilleur prix possible. C'est plus notre métier. Notre métier, c'est de guider nos marques pour qu'elles comprennent les cultures à qui elles s'adressent et qu'elles leur envoient des messages pertinents sur les canaux que les cultures en question acceptent le mieux et consomment le mieux. Et c'est pour ça qu'on rajoute systématiquement à notre étude l'analyse des points de contact privilégiés de ces différentes cultures. Et il y en a. Alors c'est de moins en moins le même message pour tout le monde, ça c'est sûr. Sauf quand on est en train de vouloir rassurer toute une population sur des sujets comme l'écologie, par exemple, ou la responsabilité sociétale d'une entreprise, où là, ça vaut le coup de donner ses preuves au plus grand nombre. Et après, d'attaquer avec d'autres médias qui sont plus personnalisés ou personnalisables, des points de préoccupation autour de l'écologie ou de la responsabilité sociétale qui intéressent plus telle ou telle culture. Donc ça nous sert de GPS pour aider nos annonceurs à se frayer un chemin dans ces cultures qui sont extrêmement mouvantes et de plus en plus puissantes, et administrer des messages, maintenant qu'on en a la possibilité avec le digital, administrer des messages qui sont personnalisés et plus pertinents pour chacune des communautés auxquelles on veut s'adresser. Mais ça va devenir quand même un gros casse-tête pour les marques d'adresser de façon aussi fine, tout en gardant la pertinence et la cohérence du message. C'est le boulot, c'est pour ça qu'elles ont besoin d'avance. Et ça, j'étais sûre que vous alliez me faire cette réponse. C'est pour ça qu'elles ont besoin de nous encore, à la fois des agences médias et des agences créa, parce qu'effectivement, il y a une surmultiplication des messages. Maintenant qu'on a la possibilité d'en adresser un différent à chaque, quasiment par point de contact et par personne à qui on s'adresse, donc ça a démultiplié les messages. Ça génère un besoin de faire collaborer, et c'est ça d'ailleurs le plus grand centre d'intérêt ou centre de préoccupation des annonceurs en ce moment, c'est comment je fais collaborer mes différents corps de métier les uns avec les autres. Avant, j'avais un silo entre la créa et le média. Aujourd'hui, tout ça a complètement explosé, parce qu'on voit bien avec des études comme celle-là que à partir du moment où on s'adresse potentiellement à 22 cultures pour une campagne, c'est un peu exagéré, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Il y a 22 messages différents à adresser, parce que 22 points de préoccupation à adresser. Merci beaucoup pour cet éclairage, Bertrand Baudichon, CEO d'Initiative France. Je rappelle votre étude, l'état des cultures citoyennes en France. Merci beaucoup. Merci infiniment, Olivier. On termine cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise et on va faire une petite revue d'actualité de ce qui préoccupe nos entreprises françaises. D'abord, il y a un gros dossier qui n'en finit pas, celui d'Orpea. Grande campagne de communication cette semaine avec le nouveau patron du groupe d'EHPAD privé qui s'exprime dans la presse. Changement de pratique au sein du groupe. Il accepte de rembourser l'intégralité des 55,8 millions d'euros d'argent public qui lui sont réclamés au titre des mauvaises pratiques passées. Donc on pourrait se dire tout va bien, Madame la Marquise, ça y est, la crise est terminée, on passe à autre chose. Mais vous me dites non. En sous-jacent, il y a une petite fronde des créanciers et des actionnaires. Qu'est-ce qui se passe chez Orpea ? En fait, il y a une succession de beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui sont quand même incompréhensibles. À la base, il y a un livre qui s'appelle Les Fossoyeurs. Alors moi, je ne suis pas capable de savoir quelle est la part du vrai, du faux, mais enfin, visiblement, le livre a révélé beaucoup de choses. Ouais. On n'est pas juge. Donc c'est un sujet, je dirais, de gestion, de traitement des patients qui sont là et autres. Et Laurent Guyot, il est recruté pour cela. En fait, il est recruté à un moment pour apporter une nouvelle vision. Bon, à la limite, un groupe d'EHPAD avec 75 000 salariés, on peut considérer que c'est un peu comme un grand groupe industriel. Ouais, c'est vrai. Et il faut remettre un peu tout ça au carré. Et puis, on a dévié
sur des sujets financiers. Alors je dis des parce que il y a des choses qui sont passées assez inaperçues au mois de juin. Il y a eu une première procédure de conciliation, mais qui n'a concerné que les créanciers bancaires. D'accord. Et puis tout d'un coup, alors quand on fait une procédure de conciliation, vous savez, c'est une procédure confidentielle et autres qui consiste à trouver un accord avec des créanciers. En l'occurrence, c'était permettre, je dirais, au groupe de respecter ses échéances. Et là, on nous a dit, il y a eu un communiqué de presse, bon ben voilà, on a trouvé un accord avec les créanciers bancaires, à qui, et ça a de l'importance, on a donné un certain nombre de garanties, Bah oui, j'imagine. mais ils nous aident, ça va nous permettre de respecter nos futures échéances et de pouvoir investir. Donc en fait, on s'inscrit dans une pérennité, ce qui est l'objectif d'ailleurs d'une procédure de conciliation. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, cette procédure de conciliation n'a concerné que les créanciers bancaires et pas les Et autres pas les autres. Mais créanciers. pourquoi? qui sont C'est habituel obligataires. ça de façon? C'est pas forcément habituel, mais en tout cas, ça pose question. Et à l'époque, d'ailleurs, le parquet a émis des réserves, ce qui est quand même rare dans ce genre de procédure. Et puis tout d'un coup, le 19 octobre, dans la séquence, dans le Revenu français, Laurent Guyot est interviewé sur son action. L'interview est d'ailleurs très intéressante parce qu'on ne doute pas du tout d'ailleurs que ce soit un grand patron et quelqu'un qui fasse beaucoup, notamment vis-à-vis des salariés. 15 ans avec sans augmentation générale des salaires, etc., etc. Il le dénonce. Et là, il a une question sur l'endettement d'Orpea, 19 octobre, et il dit « Ah non, mais on ne va pas renégocier à l'avance les échéances bancaires. » Vous savez que c'est une société cotée, donc à un moment, ce qui est dit a quand même beaucoup d'importance. Oui, bien sûr. Et le 26 octobre, donc une semaine après, soudainement, boum, on nous annonce l'ouverture d'une procédure de conciliation. De nouveau Pour pouvoir rediscuter de l'ensemble de l'endettement. Alors, première question, à quoi a servi la procédure du mois de juin et pourquoi était-elle limitée aux banques et pourquoi le parquet avait-il fait des réserves? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est prémédité? Est-ce qu'ils se sont dit on fera ça en 2 fois? Mais comment peut-il dire une semaine avant on ne va pas du tout renégocier nos échéances bancaires alors qu'il fait l'inverse une semaine après? Connaissant bien ce genre de procédure, je peux vous dire que quand vous êtes une société cotée et que vous décidez de faire ça, vous prenez contact avec le président du tribunal de commerce, il vous reçoit, vous prenez contact. Oui, c'est avec pas un coup de tête et voilà. C'est pas à 9h du matin, j'appelle, et à 9h15, donc pour que ce soit publié le 26 octobre, ça veut dire que ça a été accepté le 25, et pour que ce soit accepté le 25, Oui, on a du mal à croire la séquence entre alors, le 19 et le 25 quelle est la octobre. stratégie? Qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant ça? Alors, c'est tout d'un coup, on nous dit ah mais en fait Orpea est en grande difficulté et surendetté avec 9 milliards et demi de dettes. Alors c'est vrai, c'est beaucoup de dettes, mais il y a beaucoup d'immobilier et il y avait une autre stratégie qui est en train d'être changée. Et en juin, on nous dit non mais il y aura des cessions d'actifs. Puis là, on nous dit ah ben non, il y aura pas de cession d'actifs. Et dès l'annonce de la conciliation, alors c'est là où on arrive à un 3e stade, on dit bon bah si on n'arrive pas à trouver l'unanimité parmi nos créanciers, il y en a 750. Ah oui, donc pour l'unanimité, il faut y aller quand même. Voilà. Ouais. Si on ne trouve pas une unanimité avec nos créanciers financiers, il faut préciser, on ira dans une procédure de sauvegarde accélérée. Donc là, il y a une espèce d'enchaînement. On laisse plus ou moins entendre que finalement, oui, on s'est décidé au mois de juin, on a fait cette procédure de conciliation, mais peut-être que les chiffres n'étaient pas tout à fait les bons. Et alors là, vous avez quoi? Vous avez des actionnaires qui se sont alliés et qui ont fait une action de concert et qui disent attendez, nous, on comprend pas. Nous, on s'est renforcés. Au moment, quand l'action valait 25 € après la procédure de conciliation, en disant super, la société est stabilisée, aujourd'hui, ça vaut à peu près 7 €, c'est-à-dire 400 millions d'euros. Oula, ouais. C'est-à-dire que cette entreprise valait à peu près 2 milliards. Alors, elle en valait bien évidemment 5 milliards au début de l'année, mais elle en valait encore 2 milliards, quelque chose comme ça, vers le mois de juin, après la première procédure de conciliation. Tout d'un coup, nous, on achète sur le marché. Et puis finalement, vous nous dites ah non, on s'est trompé ou on n'a pas fait suffisamment. Donc vous avez les actionnaires.
Et puis dedans, vous avez des catégories de créanciers. Vous avez les créanciers non-sécures, c'est-à-dire qui n'ont pas de garantie. Et puis vous avez une nouvelle catégorie qui a été créée au mois de juin, qui sont des créanciers bancaires qui ont des sécurités. Et maintenant, on dit, eh ben, on va transformer 4 milliards de dettes en capital. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement que ça va diluer les actionnaires. Ouais. Et surtout, les parités vont pas être les mêmes entre ceux qui ont des garanties et ceux qui n'en ont pas. Donc, du coup, il y a une espèce de fronde qui est en train de s'organiser. Actionnaires mécontents, parce qu'il y a forcément beaucoup d'actions. Déjà, avec une action divisée, si on vous la dilue, voilà. Exactement, ça va aller à peu pas loin de 100 euros, 90 euros, je crois, en début d'année. Et vous avez les créanciers qui se sentent complètement floués et qui disent mais pourquoi 2 procédures de conciliation à 3 mois d'intervalle, on ne voit jamais ça. Et pourquoi vous nous avez pas conviés? Et pourquoi vous avez donné des garanties? Parce que on était nous sommes nous aussi des créanciers. Et donc du coup, ça va faire 3 niveaux. Et puis il faudra de l'argent frais en plus. Donc vous savez, on dit toujours en finance que le old money a beaucoup de moins de valeur que le new money, mais là dans le old money, il y a le old money garanti et le old money non garanti, et puis il y a les actionnaires qui aujourd'hui se disent mais moi par 2 fois j'ai été trompé, on me dit au mois de juin tout va bien. Ça y est, on va même pouvoir continuer, j'ai relu le communiqué de presse de la société, on va même pouvoir continuer à investir. D'accord. Mais là, c'est pas investir, ça va être. Il va falloir céder des actifs. Enfin, on en revient. C'est ça la seule solution. Et deuxième chose, 19 octobre. Mais non, on va pas négocier les échéances bancaires. C'est le titre de l'article du Revenu. Non, pas du tout. On va pas du tout renégocier nos échéances à l'avance. Et une semaine après, non, on annonce la renégociation de toutes les échéances. Donc il y a une séquence qui est curieuse, avec aussi beaucoup de choses finalement assez curieuses quand même qui, d'abord, on parle plus de finances aujourd'hui que des sujets de maltraitance ou autres, alors que c'était quand même ça le changement de gouvernance. Et ensuite, moi je trouve que je suis allé regarder sur le site d'Orpea le conseil d'administration, parce que moi, vous savez, on regarde toujours ensemble la gouvernance. Absolument, c'est toujours instructif. Et là, j'ai découvert quelque chose qui est quand même assez curieux. Guillaume Pépi est devenu le président du conseil d'administration. J'ai rien à dire sur sa personne. C'est un grand monsieur, un patron et autres. Mais est-ce que vous saviez que durant les 2 dernières années, il était le senior advisor de CPPIB, qui est le fonds de pension canadien, qui est juste le premier actionnaire d'Orpea, 15% du capital. Et donc, il a été le senior advisor en charge du vieux continent, donc de l'Europe, et plus spécifiquement de la France. Donc, c'est-à-dire que, au nom de CPPIB, c'est lui qui veillait sur la participation dans Orpea. Fonds de pension canadien qui, en plus, a de grands principes éthiques, etc. Je ne dis pas qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé. Non, bien sûr, mais ça pose question quand même. Victimes. Et d'abord, je l'ai vu nulle part. Alors, c'est disclosé, hein. C'est mis qu'il l'a été. Je suis allé rechercher quand même le communiqué de l'époque, de juillet 2020. Tout est sur Internet. Mais il se dit administrateur indépendant. Ça pose question. Oui, c'est pas vraiment parce qu'il n'est pas indépendant, puisqu'il a été appointé par le premier actionnaire de l'entreprise. Certes, il ne l'est plus, mais c'est quand même un sujet de dépendant. J'ai pas dit que c'était du conflit d'intérêts. Moi, ça me choque pas qu'il y ait des gens qui soient proches des actionnaires. Une société, pour moi, vous connaissez ma théorie, elle appartient à ses actionnaires. Et c'est pareil. J'ai vu que Peugeot Invest, ex-FPP, société très sérieuse, familiale, qui investit, qui a entre autres une participation dans Peugeot, mais pas que, qui est le deuxième actionnaire, qui a 5% du capital. Pareil, Peugeot est administrateur, en tant que personne morale, c'est marqué administrateur indépendant. Donc on nous dit qu'on a refait une gouvernance, comment dirais-je, aujourd'hui, qui est bien sous tous égards, à tous égards, en tout cas sur les personnes, ça je n'ai rien à dire, mais c'est quand même tout de même assez curieux. Donc il y a quand même un imbroglio de choses où aujourd'hui on a du mal à comprendre pourquoi cette séquence depuis le mois de juin. Est-ce que c'est une séquence qui a été organisée? Il y a certains qui le disent, moi je ne sais pas, j'ose pas le croire. Pour une société cotée, on ne peut pas le croire. Voilà.
Ou alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'avait pas les bons chiffres en juin. Ça signifie qu'on s'est trompé dans les prévisionnels, parce que là, on nous dit on n'aura plus d'argent, on sera à court d'argent à partir du mois de février ou mars. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ils devaient céder des actifs, ils n'arrivent pas à en céder. Et pourquoi ils n'arrivent pas à céder des actifs? Tout simplement parce que qui va acheter des actifs immobiliers dont la contrepartie est un groupe fragile, dont vous ne savez même pas s'il va réussir à payer ses loyers, puisque c'est à peu près ce qu'on apprend aujourd'hui. Et vous savez très bien que les critères ESG, ISR des investisseurs, etc., aujourd'hui, Orpea ne fait plus partie de ces critères. Donc c'est certainement la difficulté dans la difficulté. Bon, en tout cas, on suivra ce dossier, Arnaud. Je voudrais qu'on reparle de l'inflation. On l'a déjà un peu évoqué, mais c'est vrai que ça s'amplifie quand même. Donc c'est vraiment en train de devenir un nouveau paradigme là pour les chefs d'entreprise. Et vous m'avez dit, il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi du positif. Alors moi, j'ai un peu de mal à voir le positif, donc éclairez-moi. D'abord, il faut remonter à avant 1992 pour que nous ayons une inflation supérieure à 2%. 30 ans, donc. Ouais. Voilà, 30 ans. C'est-à-dire que, globalement, il y a très, très, très peu de chefs d'entreprise qui ont dirigé une entreprise dans une telle période en temps d'inflation. Non, mais déjà, il faut se le dire. Ouais. Donc, personne n'a l'expérience de la gestion par temps d'inflation, qui n'a pas que du mauvais. Effectivement, on pourra le voir. Première chose. La deuxième chose, c'est que l'inflation, elle concerne tout le monde, bien évidemment. Elle est importée. Il faut le dire ce qu'il y a. Elle est importée notamment à cause du conflit russo-ukrainien, à cause de l'énergie, à cause de tout un tas de choses. Mais on est dans une période où finalement, il y a un peu une fenêtre où les entreprises ont globalement réussi à répercuter cette inflation. Alors, c'est le pricing power, c'est-à-dire la capacité à répercuter sur les prix de vente. Mais c'est pas pour tout le monde quand même, le pricing power. Non, mais moi j'ai vu beaucoup d'industriels, j'ai vu beaucoup de dossiers industriels. Une grosse partie a réussi. Après, il y a toute une catégorie qui n'y arrive pas. Le boulanger, le restaurant, parlons des petits, pour eux c'est une grosse catastrophe. C'est x4, x5, x6, x8 pour les notes d'électricité. Et croyez-moi que ça prend leur marge, ça prend le salaire du patron et peut-être parfois le salaire du patron et le loyer. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc en fait, les entreprises aujourd'hui, moi je leur dis, arrêtez de regarder le chiffre d'affaires. C'est pas de la croissance. Mais qu'est-ce qu'on regarde dans ce cas alors? La marge brute. Ah oui. Vente moins achat. Et on regarde quelle est l'évolution de cette marge brute. Moi, je refuse que le chiffre d'affaires, je refuse qu'on me dise, je passe de 10 millions à 12 millions de chiffre d'affaires, je suis en croissance. Non, il y a l'effet volume, il y a l'effet valeur. Aujourd'hui, il faut regarder exclusivement la marge brute. C'est une donnée qui est quand même globalement nouvelle, avec quand même au milieu de ça, le vrai problème, c'est l'énergie. Bien sûr. Et là, ce vrai problème, c'est que finalement, les mesures qui ont été mises en place, c'est un peu comme les commerces il y a 2 ans. C'est-à-dire que tout le monde pilote à vue, et on sait que ça ne couvre que 25% de l'écart de coût entre 2022 et 2023. C'est-à-dire c'est quand même assez faible. Et ça va être un sujet pour beaucoup de petites entreprises, en tout cas, et pour tous les industriels qui n'arriveront pas à répercuter. Mais moi, j'ai vu un industriel cette semaine, il a fait en 1 an 5 hausses de prix, d'accord ? 5 en 1 an, et c'est passé. 5 hausses de tarifs, et c'est passé. Il est dans du B2B2C, d'accord ? Donc, qui vend à des professionnels qui vendent aux particuliers. Qui vendent à des particuliers, voilà. Il a réussi parce qu'il y a des secteurs où, de toute façon, vous avez besoin de quelque chose, vous l'achetez. Maintenant, on sait qu'avec la grande distribution, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais ils ont été obligés de le faire parce que sinon ils n'avaient plus rien dans leur rayon. Maintenant, la vraie difficulté, ça va être effectivement beaucoup plus le coût de l'énergie que le reste. Et puis, il y a à mon avis un effet qui se coule, mais dans le mauvais sens en 2023. C'est va-t-on réussir à répercuter l'augmentation de tous les coûts, y compris la spirale inflationniste au niveau des salaires. Oui, bien sûr. Et ça c'est le vrai sujet, c'est-à-dire les coûts globaux, les coûts industriels, comme au sens général du terme. Et il faut casser cette spirale le plus vite possible. Vous savez qu'en 1983, le virage pour casser l'inflation, il date de 1983 avec la désindexation bien sûr. salaire et prix.
Puisque vous parliez d'industrie, comment va l'industrie dans ce contexte? Est-ce que justement toutes ces questions d'inflation, de coût de l'énergie nous laissent entrevoir des défaillances ou est-ce que pour l'instant ça tient? Mais c'est vraiment des chiffres en trompe-l'œil en fait, ça tient. Ça tient. Alors les chiffres globaux, moi j'étais avec le secrétaire général du CIRI la semaine dernière, dans le cadre de la semaine du restructuring, et on en a discuté. Il n'y a pas de vague au CIRI. Le CIRI, c'est les gros dossiers. Ils ne sont pas de vague. Il y a des dossiers très précis. On les connaît tous, sont déjà dans la presse. Ouais, d'accord, les verriers, tout ce qui est énergie-intensif. Ouais. Voilà. Donc, ils n'ont pas de vague. 2, il n'y a pas de vague de restructuration de PGE pour l'instant. D'accord. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle, alors qu'ils sont quand même depuis 6 mois à peu près maintenant, 6 mois déjà, en remboursement. Donc, j'ai toujours 400 ou 500 dossiers en restructuration. Il y a une sorte d'1 millier de dossiers qui sont plus spécifiquement remontés à la surface pour les sujets de coût de l'énergie. Et le nombre de faillites a augmenté, rattrape par rapport à avant, mais on est encore largement en dessous de 2019. Et on devrait revenir. En 2019, on était à 55 000 faillites. Là, on va atterrir en 2022, d'après les chiffres, autour de 38 000, 39 000 faillites. En rythme annuel, on est quand même déjà un petit peu plus élevé. On est autour des 45 000. On sera peut-être entre 50 et 55 000 en 2023. Mais il n'y a pas de vague. Il ne va pas y avoir de vague de rattrapage. Même si on voit là dans les chiffres publiés par l'INSEE cette semaine que le moral dans l'industrie baisse un peu quand même, qu'on commence à avoir cette petite amorce, ça vous inquiète pas outre mesure? Alors en fait, il y a du trompe-l'œil parce que il y a eu aussi tellement de mesures de soutien que les entreprises bénéficient encore de ces mesures de soutien. Elles n'ont remboursé que très peu de leur PGE. Je pense que c'est dans le temps qu'on va voir. Alors, il y aura une espèce de lissage, c'est ça, dans le temps? Oui, et dans le temps, on va se rendre compte que c'est compliqué. Vous savez, rembourser son PGE, un PGE, c'est 25% de votre chiffre d'affaires. Rembourser son PGE, c'est 6% de votre chiffre d'affaires chaque année. D'accord. Ouais. Donc, ça fait Quelle est l'entreprise française qui fait 6% de cash flow net, de marge nette, d'accord? Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient bien. Donc, quand on commence à connaître ça, je pense qu'il y aura une partie qui seront obligés de restructurer sur une dizaine d'années. Les procédures de conciliation sont là pour ça. Vous savez que vous ne pouvez pas restructurer votre PGE chez votre banquier. Non. Il faut passer, et c'est tant mieux, par une procédure de restructuration. Vous savez aussi que il n'y a pas que le PGE. Beaucoup d'entreprises, elles ont le PGE, elles ont des loyers encore à rembourser, des charges sociales, des charges fiscales. Il y a eu des étalements sur 4 ans. Et c'est le cumul de tout qui va être difficile à supporter. Donc aujourd'hui, chiffre en trompe-l'œil, on voit quand même qu'il y aura une tendance complexe parce que le sujet de l'énergie est en train d'en rajouter franchement une couche. Mais il y a une vraie préoccupation de l'industrie aujourd'hui. Et puis enfin, pour rebondir quand même par rapport à l'inflation de tout à l'heure, certes, les taux montent, mais l'inflation annule ça, c'est-à-dire que les taux d'intérêt réels sont finalement assez faibles. S'il y a une inflation à 6% et qu'on a des taux à 3, 4, 5%, on a des taux d'intérêt négatifs. D'accord, faut quand même le voir. Et finalement, ça n'a pas changé. On reste sur des taux négatifs. Voilà. Et sur beaucoup de choses, finalement, l'inflation va donner une réfaction. Vous savez que la génération, en tout cas de mes parents, avait pu s'endetter et rembourser ses emprunts avec l'inflation qui était galopante à l'époque à une dizaine de pourcents. C'est-à-dire que l'inflation, finalement, avantage ceux qui ont des emprunts. Merci Arnaud Marion. On est au bout, on n'aura pas le temps de parler de Twitter et d'Elon Musk, mais je pense qu'il va se passer encore plein de choses et qu'on aura l'occasion d'en reparler le mois prochain. Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve vendredi prochain et puis lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Passez un bon week-end. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.